la dernière discussion, ça sera sur quelle sécurité et souveraineté pour des technologies de demain. Donc, on a 4 super profils qui sont tellement différents que pour ranger des questions, en fait, j'ai décidé juste de faire ça un peu large et laisser-le exprimer comme il veut sur ces sujets parce que le profil et leur perspective seront peut-être un peu différents sur chacun des points qu'on va discuter. Donc, l'idée pour moi, c'est juste de les accueillir et d'avoir une petite présentation de leur part de ce qu'ils font pour un peu de contexte. Puis, on va traiter 3 sujets que j'expliquerai juste après. Si vous étiez là tout à l'heure, je m'appelle Ethan Pierce et plus ou moins je suis investisseur dans tout ce qui est Web3 et l'IA et Creator Economy. Mais j'ai d'autres activités dans le conseil autour de ces sujets et je connais Monsieur le maire depuis un petit moment là, donc je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole donc à nos 4 invités. On va juste commencer là. Thomas, et on fera le tour. Vous m'entendez ? Parfait. Oui, donc moi, je m'appelle Thomas Chenu et j'ai une boîte qui fait des acquisitions de jeux vidéo, donc un peu partout. Donc on achète, on fait grandir, on maintient et on revend à un prix le plus cher. Donc ça fait un petit moment qu'on fait ça maintenant et donc, du coup j'ai toujours été dans les jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Et j'ai travaillé d'abord dans les jeux vidéo un peu plus indépendants, et puis après j'ai rejoint une grosse boîte qui s'appelait Iron Galaxy en tant que directeur mondial du développement de plateforme, où je suis resté pendant 1 an, du coup avant de créer ma boîte là. Bonsoir à tous, Sébastien Martin, CEO de Red Square. Donc on est une entreprise de sécurité dédiée à l'écosystème crypto, et à côté de ça je suis en outre président élu de la Ligue pour la sécurité du Web3, qui est le premier réseau public-privé de sécurité, avec une centaine de membres, et aussi évidemment des synergies avec le monde public. Et donc justement, à ce titre, je laisse la parole à mon voisin de gauche. Okay. Oui, bonsoir, adjoint-chef Roselet, la section depuis JCR de Paris. Donc je suis chef de groupe d'une unité de lutte contre la délinquance économique et financière, et avec une spécificité aussi sur tout ce qui est crypto actif, au niveau de choix du côté du blanchiment, mais aussi du tracing en cas de ransomware, etc. Bonjour, Alain Boustaille, je suis directeur chez Coexia, une société du groupe Talent. Talent, c'est 9000 personnes, c'est une boîte de services, conseil, intégration dans le monde de l'informatique. Et moi, ça fait 25 ans que j'accompagne des sociétés de tout type, y compris des acteurs du public ou des banques, dans la mise en place d'outils informatiques. Alors, de plus en plus se confronter à des sujets de cybersécurité. Et j'ai, à titre personnel, aussi un certain appétit pour l'innovation. Alors, on parle beaucoup de blockchain, c'est un petit peu mon dada. Et j'ai le plaisir aussi d'être dans l'association que préside Sébastien, donc, sur laquelle on fait un gros focus sur les sujets de cybersécurité. Super. Bon, on va discuter 3 grands thèmes, plus ou moins, mais je vous laisse, avec vos profils différents, d'aller où vous voulez dans un peu entre ça, parce que je pense que vous avez les anecdotes, les histoires, les idées qui peuvent être riches pour tout ça. Mais en général, je voulais discuter la sécurité numérique, en tout ce qui concerne les technologies du domaine, donc l'intelligence artificielle et le Web3, la souveraineté technologique, et les menaces actuelles concernant en fait ces 2 choses, Web3 et IA. Donc c'est un peu un grand sujet juste de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais ces 3 idées avec peut-être quelques définitions, parce que je pense aussi pour les gens avec nous dans la salle et aussi avec la vidéo, qu'ils vont peut-être pas comprendre tout les idées pourquoi on parle de souveraineté par exemple. N'hésitez pas d'expliquer un petit peu plus les concepts quand on répond à ça. Donc, pour vraiment lancer ça sur la sécurité numérique, là, on parle dans beaucoup de sujets au niveau de sécurité des données, sécurité au niveau de la vie privée, tout ce qui est algorithmique, tout ce qui est l'identité, tout ce qui est les systèmes eux-mêmes, soit centralisés, soit décentralisés. Il y a beaucoup de topics là à discuter. Dans cette idée de Web3, parce qu'avec vous deux sur cette association, sur ça, mais aussi avec vos activités au niveau crypto, ça vous dit quoi, la sécurité numérique, particulièrement quand on parle de Web3? Comme ça, c'est un peu ouvert, vous pouvez penser à où vous voulez.
Alors, en fait, aujourd'hui, je dirais que le sujet est en train d'évoluer et malheureusement, l'actualité le constate, ça le rappelle. Mais pour partir de la base des bases, à la base, la technologie blockchain est une infrastructure. Donc, quand on parle de risques et de menaces, c'est des risques et des menaces sur cette infrastructure. Quels sont-ils? Par exemple, les attaques cyber. Les attaques cyber peuvent être internes et externes. Alors en tant que tel, il n'y aura pas d'attaque, si vous voulez, inhérent, on va dire, à la blockchain en tant que tel. C'est-à-dire que, par définition, c'est une infrastructure qui tourne, c'est une infrastructure qui devient de plus en plus mature, parce qu'il y a des très grosses fondations en fait, derrière les blockchains. Ces fondations-là financent des projets de recherche et développement et font travailler parmi les meilleurs développeurs de l'écosystème. Donc aujourd'hui, là-dessus, en fait, on est arrivé à une phase d'assez grande maturité. La difficulté sera plutôt sur les petites blockchains émergentes qui sont potentiellement en fait, plus exposées à risque d'immaturité technologique que celles qui sont établies depuis très longtemps. Et pour rentrer dans le vif du sujet, il y a plusieurs grosses blockchains que vous avez sans doute dont vous avez sans doute entendu parler, Ethereum, Bitcoin et d'autres. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, maintenant, sur les risques externes, évidemment, il y a des entrepreneurs qui viennent bâtir sur cette infrastructure et qui viennent développer des cas d'usage. Par le développement de cas d'usage, il y a le risque évidemment qu'il y ait des failles de sécurité, des erreurs de code, etc., qui soient malheureusement laissées. C'est pour ça qu'en général, en amont évidemment de tout développement, il y a des audits. Mais les attaquants, on va dire, s'adaptent à toutes les mesures de sécurité qu'il peut y avoir. Ensuite, aujourd'hui, il y a un phénomène aussi qui est de plus en plus inquiétant dans notre écosystème, c'est le risque en fait d'infiltration, notamment par des puissances étrangères. L'ANSSI a alerté notamment beaucoup là-dessus. C'est notamment, par exemple, la Corée du Nord, pour ne pas les citer, essaye de pénétrer en fait des entreprises de l'écosystème et d'être un petit peu, si vous voulez, un attaquant en sommeil. C'est-à-dire l'attaquant, on va dire, est en sommeil et puis elle se réveille un jour et va occuper une fonction, on va dire, stratégique d'un point de vue technique et malheureusement va, on va dire, faire du sabotage et c'est du sabotage qui peut atteindre évidemment des volumes extrêmement conséquents. Aujourd'hui, il y a un nouveau risque, et l'actualité, je suis mis là-dessus, c'est celui du risque physique. C'est qu'en réalité, on découvre que, puisque l'écosystème devient de plus en plus mature technologiquement, malheureusement, derrière des projets se cachent des dirigeants, donc des personnes physiques. Et ces personnes physiques, en fait, il y a un petit peu un glissement, si vous voulez, du monde digital vers le monde physique. Et aujourd'hui, effectivement, les dirigeants physiques peuvent faire l'objet d'attaques et on veut s'en prendre en fait à leur fortune et on veut qu'ils on va dire, fassent des paiements assez conséquents, entre 5 et 10 millions. En tout cas, c'est ce que les malfrats espèrent et c'est ce phénomène qu'il va falloir, on va dire, contrecarrer. Oui, je vais me permettre de reprendre un petit pas en arrière pour les gens, parce que tout le monde n'est pas expert aujourd'hui en IT. Ce qu'on appelle sécurité informatique globalement, hein, c'est la capacité qu'une application, qu'elle soit sur blockchain ou pas, a de résister à des problèmes. Donc ça peut être une attaque malveillante, ça peut être une coupure d'électricité, ça peut être un fournisseur qui dépose le bilan. Donc si demain vous hébergez vos logiciels sur le cloud Microsoft, qu'est-ce qui se passe si les Microsoft dépose le bilan? Qu'est-ce qui se passe si les Américains déclarent la guerre à l'Europe pour une raison XY et que Microsoft n'a plus le droit de travailler avec les Européens? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive à pénétrer vos comptes? Donc ça, c'est la cybersécurité au sens un peu numérique. Ce que tu as appelé la souveraineté, il y a 2-3 aspects. Il y a une question qu'on vient d'aborder juridique, c'est quelle réglementation s'applique? Donc est-ce que j'ai le droit de prendre un client européen quand je suis américain, ou est-ce que j'ai le droit de prendre un client américain quand je suis européen? Quelles sont les contraintes en termes de gestion des données? Ce genre de sujet. On a des questions sur la localisation physique des serveurs et des bases de données. Et même sujet, c'est très bien d'utiliser le cloud AWS, qui est le numéro 1 mondial du sujet, hébergé au Dakota très souvent. Qu'est-ce qui se passe si demain les Américains décident de couper Internet, ou plutôt de couper l'accès réseau, ou même il suffirait que les câbles qui passent sous l'eau soient détruits, j'ai plus accès à mes données. Donc est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir ces données hébergées en Europe? D'ailleurs, on parlera de la réglementation, nous oblige dans beaucoup de métiers aujourd'hui, et bientôt dans tous les métiers, à avoir ces données hébergées en France ou en Europe. Moi, je suis quand même un peu moins technique que mes camarades. Nous, vraiment, on va dire sur les problématiques de sécurité, on voit beaucoup
en tout cas pour les particuliers, même pour les entreprises, des très grosses problématiques au niveau de leur boîte mail. Alors nous, les premières attaques que l'on voit venir, c'est celle-là. On voit de plus en plus. Alors malheureusement, c'est pas forcément, voilà, vous êtes pas mal de chefs d'entreprise, mais ça peut être vos employés qui vont avoir un usage un peu pas très correct de la boîte mail professionnelle. Et il ne faut pas oublier que ces boîtes mail sont souvent détenues, en tout cas gérées depuis l'étranger. Et on a beaucoup de problématiques de revente de données via les sociétés que vous avez en France, mais qui décentralisent une partie de leur activité à l'étranger et qui finalement, vos données finissent par être revendues voilà, sur le réseau. Donc on a de très grosses escroqueries par rapport à ça. Mais du coup, à titre d'exemple, pour faire bref, les escrocs infiltrent la boîte mail via les identifiants récupérés sur les réseaux, inscrivent une boîte de dérivation de certains sujets. Par exemple, vont mettre un mot-clé comme virement ou transaction, et tous les messages qui auront ce mot contenu dans le contexte ou dans le contenu du message vont être déviés sur la boîte mail aux escrocs. Et bien sûr, si vous réclamez un paiement, si c'est l'objet d'un paiement ou d'une transaction crypto, peu importe, avec une adresse, ils vont récupérer ces données-là et vous envoyer le message comme quoi, OK, maintenant le paiement, il y a eu un petit changement, voilà le nouveau RIB, etc. Avec toujours la même en tête, vous n'allez pas faire forcément attention, et effectivement, vous êtes en cours de transaction avec votre partenaire commercial et l'argent va être viré sur le compte d'escroc. Et après, on va avoir toutes les dérives. On va revenir après sur, bien sûr, de plus en plus, on va voir l'argent qui va très rapidement fuir, soit être transformé en crypto-monnaie ou viré sur des comptes à l'étranger. Et il va être très difficile après pour les forces de l'ordre de récupérer cet argent. Après, identifier les personnes, ça peut être un peu compliqué, mais on va finir par les identifier. Mais votre argent, bien souvent, est perdu. Donc c'est vraiment être vigilant sur vos boîtes mail, avoir une veille vraiment technique dessus pour être sûr que effectivement l'interlocuteur que vous avez en face, c'est bien votre partenaire commercial. Et avoir vraiment une vigilance par rapport à cette partie-là. Maintenant, la gendarmerie s'est dotée, en tout cas nous on a un très gros axe d'effort sur tout ce qui est justement infraction à la délinquance économique et financière. Donc on est très sensibilisé, on forme beaucoup de personnel. Ça reste encore compliqué parce que effectivement vous imaginez bien que les gendarmes ne rentrent pas pour faire de l'écofi. Donc, mais malgré tout, on a quand même des belles unités. On a des groupes dédiés sur les nouvelles menaces comme la crypto-monnaie avec un groupe comme Cybergend à Pontoise où ils ont un groupe dédié qui fait ça en permanence. Donc il y a eu sur l'un des fondateurs de Ledger, c'est eux qui ont vraiment fait le traçage, qui ont remonté tous les fonds, qui ont pu intercepter et qui ont pu permettre l'interpellation des fonds, l'interception des fonds des ravisseurs. Ils ont fait un très gros boulot. On a vraiment des gens spécialisés. Il ne faut pas hésiter, soit police ou gendarmerie, à prendre contact. Parce que de toute façon, le magistrat qui sera saisi connaît les spécialistes à ce niveau-là. Donc il y a des juridictions compétentes en matière financière dans tous les tribunaux. Il ne faut jamais hésiter. Mais c'est vrai que ça nécessite une très grosse réactivité. Non, je pense que ça, c'est un super conseil parce qu'on ne pense peut-être pas que la gendarmerie ou la police va avoir les experts dans les sujets aussi pointus au courant, ce qui est faux, mais si on ne pense pas qu'il y a en fait des gens hyper calés là pour comprendre en fait ce qui vient de se passer et de faire les recherches et de s'en occuper. C'est vraiment, la gendarmerie a vraiment pris, en tout cas, parce que je suis côté gendarmerie, vraiment compris que tout ce qui est cybersécurité était le sujet hyper important. On a des spécialistes qui font vraiment que ça, qui sont vraiment, c'est leur métier. Ils n'ont pas tout l'aspect, droit commun. Ils ont vraiment cette spécialité de cybersécurité. Ils ont créé, dès qu'on a eu, dès les débuts de la crypto, on a pris en compte ce sujet et on a créé des groupes spécialisés. On forme régulièrement chaque année plusieurs gendarmes
aux crypto-actifs, au traçage de la crypto-monnaie, à la connaissance de l'écosystème. Et vous trouverez en tout cas, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous prendre en compte votre problématique à ce niveau-là, dans tous les domaines. Je pense que aussi c'est en ce moment, au moins il y a quelques années, peut-être on s'est dit que pour le Bitcoin, c'est Ethereum, toutes ces choses comme ça, c'est un peu annexe, un peu anecdotal au niveau de crime ou importance, parce que ce n'est pas tout le monde. Mais ce qui est important, c'est que très vite, on parle aujourd'hui de cette idée d'une économie tokenisée. Et quand on parle de l'intelligence artificielle agentique, le fait qu'il y a beaucoup d'automation qui arrive, qu'on ne va pas nécessairement voir, mais que beaucoup de choses qui se passent derrière le rideau, entre les algorithmes qui s'en occupent tout seuls, et le transfert de valeur entre eux, ça sera en stablecoin, donc crypto et d'autres choses comme ça. Donc on va avoir plus en plus de capital et de monnaie qui est dans ce monde-là, peu importe si les gens s'intéressent au crypto ou pas, c'est juste que notre monde de finance. Donc c'est très important comme sujet. Deux anecdotes, et après Thomas, l'autre perspective sur la sécurité pour vous. Je ne sais pas si vous savez, mais au moins une fois par mois, quelque part dans le monde, quelqu'un braque un distributeur de Bitcoin. Je vous laisse réfléchir sur ça, parce qu'il n'y a pas de Bitcoin dans le distributeur de Bitcoin. Donc, quand vous ouvrez ce truc collé sur le mur quelque part, vous n'allez pas trouver l'argent dedans, parce que c'était payé en carte bancaire et il n'y a pas de Bitcoin dedans. Ça, c'est le niveau de criminalité qu'on peut attendre un peu sur le sujet. Les criminels ne sont pas nécessairement très, très intelligents sur ces sujets, mais on a aussi les criminels hyper intelligents sur ce sujet. Tout à fait. Juste pour conclure là-dessus, effectivement, aujourd'hui, même à un très bas niveau de délinquance, à partir du moment où ils font de l'argent, il y a forcément une partie qui va être transformée en crypto-monnaie. La crypto-monnaie maintenant est devenue un vecteur de blanchiment très important. Et de tracer, alors vous connaissez aussi très bien le mieux même que moi, vous avez beaucoup d'échangeurs basés dans des pays exotiques où la collaboration est voire nulle, voire inexistante. Et c'est pour ça que les criminels savent que c'est plus facile de blanchir pour eux de la crypto-monnaie que de l'argent physique. Le truc. Donc dès qu'ils peuvent, quand ils ont des gros volumes d'argent, ils essaient d'en mettre une partie en crypto-monnaie et de la récupérer dans des pays qui seront moins regardants en regard de la provenance de l'argent. Je pense que les autres intervenants, peut-être, ils ont aussi des expériences, mais si on est visible un peu publiquement dans ces sujets, la quantité de DM que je reçois sur Twitter, sur Insta, sur LinkedIn, qui sont que des phishing à droite à gauche, mais ils sont vraiment malins. La semaine dernière, j'ai passé, je pense qu'en DM, je ne sais pas où, non, c'était par email, je pense que j'ai eu une dizaine d'échanges avec quelqu'un qui, en fait, organise des conférences à Wuhan, en Chine. Je fais beaucoup de conférences à l'étranger. Et qui voulait m'inviter pour une série de conférences cet été là-bas. Il avait wuhanuniversity.com en tant qu'adresse email pour le nom de domaine. Et ce nom de domaine dirige vers wuhan.cm.edu, le vrai. Et donc, il avait une bonne adresse, ça a pris beaucoup de temps, et à la fin de ça, parce que ça arrive beaucoup qu'en un ou deux messages que les gens me demandent à faire une visio avec eux pour en parler, et ils utilisent toujours un truc louche, parce qu'en fait, ce qu'il veut prendre contrôle de l'ordinateur. Mais là, il a pris une dizaine de miel pour arriver au moment, mais c'est très bien, peut-être on peut discuter un peu en vive voix pour finaliser un peu le planning. Et moi, je suis quand même, je suis pas nul dans le sujet. Et c'était que jusqu'à ce moment-là, et quand il a dit, voici le lien vers le logiciel, et j'ai dit, ah mais merde, j'ai passé tout ce temps avec quelqu'un j'ai dit que bon, si vous avez un Zoom, un Teams, un Meet, on peut en parler, mais sinon, et j'ai pas un mot après. Et donc, on peut passer juste à ça, parce que si j'avais téléchargé ce logiciel, et quand ça dit que ce logiciel n'est pas approuvé par Apple, vous acceptez les risques de sécurité, et j'ai dit oui, tout est perdu parce qu'ils vont avoir l'accès complet. Bon, peu importe, mais je pense qu'on a tous ces choses, et ce n'est pas juste un risque qui est là quelque part. Et ça va être vraiment tout le monde, plus en plus. Déjà, c'est le cas, mais dès qu'on a la crypto, dès que plus de monde a des portefeuilles avec 50 €, 100 € ou quelque chose dedans sur l'ordi,
On va avoir plus en plus de ça. Mais Thomas, vous avez une autre perspective sur le sujet avec les jeux vidéo, Alors oui, avec les applications, c'est ça. avec les informations des utilisateurs. C'est ça. Comme mon collègue, je suis un peu moins technique, mais en fait, nous, on a un problème qui est en fait en parallèle avec les problèmes Web3 en général, c'est que nous, quand on achète des jeux, etc., en fait, souvent c'est sur des grosses plateformes de jeux, donc comme Roblox ou Fortnite ou autres. Et en fait, là, il faut process toutes ces données. Donc ça, c'est fait par le créateur et non pas par ces plateformes-là. Et donc il faut qu'on s'assure que tout se passe de façon éthique et professionnelle. Mais plus que ça, c'est qu'en fait, une fois qu'on a réussi à faire l'acquisition de ces jeux, les utilisateurs, des fois, en fait, les jeux peuvent être utilisés comme un moyen de voler les informations des autres sur nos jeux ou sur en fait tous les jeux. Donc en fait sur des plateformes comme ça, parce qu'il y a un système de sécurité qui est avancé mais standard en fait pour tous les jeux. Et nous, c'est notre travail du coup de développer des outils en plus de ça pour pouvoir permettre à l'utilisateur donner de l'utilisateur de rester très privé quoi, en fait. Et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que maintenant ça sort même des jeux en tel quel parce que maintenant les Robux en fait ou d'autres types de tokens on va dire dans ces plateformes là ça peut pas être considéré de la crypto en tant que tel mais c'est un environnement interne mais ça vaut de l'argent maintenant et on peut les échanger. Et en fait, les gens maintenant essayent de voler les comptes, etc. Et un peu comme une adresse crypto, votre compte sur ces plateformes-là a une adresse. Et du moment que vous l'avez, vous pouvez voler en fait l'accès au compte. Et plus que de l'argent en tant que tel, vous pouvez aussi voler la propriété des autres. Et en fait, les règles sur ces plateformes, c'est très arbitraire en fait. Celui qui a accès au compte, c'est celui qui est propriétaire de toute l'IP de ces jeux-là. Et donc du coup, il faut trouver des moyens autour de ça. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, la façon la plus commune que les gens ont de voler les données de l'autre, c'est de mettre un injecteur de code en fait dans nos jeux. Et en fait, donc ça leur permet de voler à peu près toutes les données qu'il y a dessus. Donc nous, on a réussi à développer des outils contre ça. Mais ça reste toujours très commun. Et il n'y a pas forcément tous les créateurs qui sont compétents pour faire ça. Donc, et c'est quelque chose qu'on travaille dessus. Mais je pense que tu soulignes un point très important, c'est que qui détient l'actif détient l'actif, c'est eux. Et je pense que parce qu'il n'y a pas un morceau de papier quelque part dans le bureau qui dit que cet NFT est à moi, ces cryptos sont à moi, il y a en fait la force de ces technologies, c'est que ça suffit d'avoir l'actif pour avoir la propriété de ça. Mais la faiblesse, c'est que s'il y a un manque de sécurité ou quelqu'un arrive à voler quelque chose, là, tout va avec. Quelqu'un ne peut pas venir voler la maison facilement. Mais là, même le compte bancaire, tout ça, on a des systèmes en place et c'est un peu plus compliqué. Mais là, dans tout ce qui est actif numérique, peu importe la version qu'on a discutée aujourd'hui, c'est bien le cas qu'une fois parti, après, la police, la gendarmerie peut s'en occuper pour peut-être trouver des gens et ou s'y trouver, les chercher. Mais on parle aussi d'une économie mondiale avec l'économie décentralisée là. Je veux changer donc pour notre deuxième thème, juste pour parler de la souveraineté numérique. Avec une petite citation de Monsieur le Président, Monsieur Macron a dit la bataille de l'intelligence artificielle sera aussi celle de notre souveraineté cognitive. Quand on parle de la souveraineté, si on veut parler de le cloud, si on veut parler de l'IA, si on parle de quantum, peu importe, ça vous dit quoi avec vos 4 perspectives différentes De ma perspective, quand on prend un peu la synthèse de tout ce qui vient d'être dit, c'est grosso modo, c'est un nouvel espace où se joue la souveraineté des États. Donc ça veut dire que d'un point de vue de sécurité, les États doivent maîtriser ces espaces technologiques pour assurer la sécurité et la justice. Et ce qui fait que quand justement il y a ces situations arbitraires qui se produisent, c'est-à-dire que des malfrats viennent finalement s'accaparer la valeur qui normalement est la vôtre, justement, c'est des situations qui sont évidemment inacceptables, injustes. Et donc l'enjeu globalement de peut-être
du siècle, ça va être si vous voulez, hier, la technologie, il y a quelques années, c'était un sujet de niche. Aujourd'hui, c'est un sujet qui devient complètement mainstream en réalité. Je pense que là, la dernière décennie, c'est que globalement, on commençait en fait à créer le cloud pour que, en fait, grosso modo, tout devienne donné. Aujourd'hui, tout est donné et on a bâti des usages dessus. Et donc, en fait, là, ce qui se joue en termes de souveraineté, ça va être la maîtrise en fait de cette capacité-là, ce qui suppose effectivement d'avoir des acteurs coopératifs à minima. Et là, c'est là où effectivement le cadre régulatory est important parce que par le cadre régulatory, on peut soit avoir des acteurs nationaux évidemment qui se développent. Et je dirais justement, c'est ça aussi un enjeu de souveraineté, c'est d'avoir en fait des acteurs économiques compétitifs sur la scène internationale. Et c'est aussi vis-à-vis d'acteurs mondiaux avec une taille critique, d'avoir des points d'interaction avec ces acteurs économiques de taille critique. Évidemment, puisqu'on est en France, avec la France, on est dans le contexte de Choose France avec des annonces d'investissement. Je pense que ça, c'est extrêmement important qu'on ait en fait des points de coopération avec ces acteurs économiques, et ça, c'est important. Et derrière, c'est évidemment de pouvoir être en capacité de pouvoir, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des difficultés, d'être en capacité d'apporter des éléments de réponse. Et pour ça, ça suppose effectivement qu'on ait une acculturation assez massive, en fait, de l'ensemble de la chaîne, qu'elle soit judiciaire, d'enquête, que ce soit même des entreprises. Il va falloir qu'il y ait des éditeurs de solutions. Il va falloir qu'il y ait... Vous voyez, la sécurité, c'est pas juste, on n'est pas chacun dans son coin et puis on essaye de colmater les brèches. Si on veut apporter de la sécurité, c'est une approche globale, coordonnée, massive. Et donc, voilà, c'est ça aujourd'hui qui, effectivement, moi, à la fois aussi catch toute mon attention d'un point de vue, évidemment, action et mobilisation. Et je pense que, effectivement, la France a beaucoup à faire au niveau européen, parce que je pense que le niveau européen est aussi l'élément, on va dire, la taille critique et l'échelle critique pour, évidemment, peser dans les négociations internationales, parce qu'on voit que, globalement, les montants, justement, qui sont en jeu sont des montants énorme par justement le côté dématérialisé et donc en fait qui s'affranchit aussi des frontières et qui crée en fait une nécessité de pouvoir justement avoir un point d'entrée dans le sujet pour pouvoir justement mieux le régler. Oui, la souveraineté, c'est capacité pour un État, par exemple, à être autonome. Aujourd'hui, si on fait le top 20 des plus gros éditeurs de logiciels, donc on est dans le numérique mondiaux, s'il doit y avoir SAP, à part ça, on ne doit pas avoir un seul européen. Si on prend le top 20 des plus grosses blockchains, je ne pense pas qu'il y en ait une seule d'origine française. Peut-être que Tezos, en termes de blockchain, un peu dans le coin. Si on prend surtout l'architecture cloud sur laquelle reposent aujourd'hui quasiment tous les logiciels, les services informatiques, si on prend tous les... Alors on est très fiers d'OVH, de Scaleway, du Secnum Cloud, de tout ce qu'on a en France, mais je pense que même si en France on fait 5% du marché, c'est déjà beaucoup. AWS, Microsoft, Google, IBM, Alibaba, ce sont eux aujourd'hui les gros acteurs. On se retrouve donc dans un contexte où si demain on avait une situation de crise totale, c'est-à-dire une guerre ou économique ou autre, et que ces acteurs américains, ou même maintenant chinois, nous coupaient l'accès alors aux matières premières pour construire des ordinateurs, aux services numériques, aujourd'hui la France et l'Europe de manière générale seraient très embêtés. On n'est pas du tout autonome. Donc il y a cette course vers l'autonomie qui passe par différentes solutions qu'on pourra évoquer. Mais voilà, pour moi, la souveraineté, c'est ça, c'est être capable d'être autonome. Et dans le monde où on est aujourd'hui, on le voit bien, les Européens ne pèsent pas beaucoup sur le numérique. Donc on est un peu à se défendre sur la cybersécurité. On n'est pas du tout sur une vision... à mes yeux, en tout cas, on a trop longtemps cru que les États-Unis étaient nos amis qui pouvaient rien nous arriver. Aujourd'hui, on se rend compte il suffirait de pas grand-chose pour que demain, Microsoft, AWS, Google et compagnie disent stop, on arrête. Et là, on serait dans une panade, mais... sans nom. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, et c'est là-dessus d'ailleurs que ça travaille. Ceux d'avant, nos amis les avocats, ont sorti un paquet de réglementations, puis il y en a une tripotée d'autres qui sont en cours d'être votées ou qui ont déjà été votées. En tant qu'Américain qui habite en France depuis 20 ans, je vous présente toutes mes excuses pour plusieurs points. Mais effectivement, la souveraineté, on peut parler de data sovereignty, on peut parler de cloud, on peut parler dans l'IA. Il y a des sujets hyper importants parce que AWS, donc Amazon, si on prend par exemple, si on lit les sujets avec crypto, Ethereum
il y a les gens qui valident les transactions Ethereum pour que ça puisse être mis dans le blockchain d'Ethereum. Et ça, cette validation-là, bon, c'est décentralisé. C'est des dizaines et dizaines de milliers de gens qui font ça. Sauf que 65% d'eux font ça chez AWS. De toute manière, 65% des gens font tout chez AWS aujourd'hui. Donc, mais donc, ça veut dire que même dans un sujet de décentralisation, derrière, il y a une centralisation qui peut être pas juste coupée, mais pourquoi pas freinée. Imaginez que si l'économie de demain tourne sur les cryptos, sur les stablecoins, sur les central bank digital currency, donc les crypto-monnaies issues de la banque centrale, et que quelqu'un arrive à freiner les transactions qui viennent d'un pays qui n'est pas ami ou des choses comme ça. Il y a un vrai sujet là qu'il faut avoir. Donc, comme vous avez tous les deux évoqué, c'est hyper important parce que toute cette chaîne-là ne nous appartient pas. Les chips sont faits en Taïwan pour l'IA en utilisant les machines qui les fabriquent, qui est fait en fait en Pays-Bas. Mais et après, les data centers sont un peu partout dans le monde. Imaginez si on crée tout ce qu'on discute aujourd'hui sur l'IA, avec l'IA au niveau génératif et agentique, et que demain, ça coupe. Et on a changé complètement l'économie, complètement la façon qu'on travaille. Est-ce que vous avez d'autres points sur la souveraineté que vous voulez lier à ça, soit crypto, soit souveraineté? Je ne sais pas si c'est un truc vraiment pour vous, mais si vous avez quelque chose à ajouter, je suis preneur. Moi, c'est juste... effectivement, après, moi, c'est toujours peut-être un peu plus terre à terre, mais effectivement, la souveraineté, mais elle peut être atteinte même par nous tous. Même les petites PME, vous imaginez, comme je vous parlais, des boîtes mail veillées par des escrocs. Moi, j'avais une de mes victimes, c'est un entrepreneur dans le transport. Il se fait sur un échange commercial, il se fait escroquer 80 000 euros. Ben pour lui, il y a un vrai trou. Et demain, ça peut le mettre en difficulté dans son activité. Donc, imaginez multiplié par X milliers parce que c'est des réseaux d'escroqueries. C'est pas ils font un petit coup et puis ils vont se coucher et puis on les revoit plus. Ils font ça toute la journée. C'est vraiment des bandes organisées, ce qu'on appelle la criminalité organisée. C'est tous les jours, c'est leur boulot. Ça génère des millions d'euros. On n'imagine pas, mais ils ne font que ça. Alors la souveraineté, elle revient encore d'autant plus que c'est souvent des réseaux organisés dans des pays des fois étrangers. On a des réseaux israéliens. L'argent, vous allez le suivre. Il y a des millions d'euros qui finissent en Israël. Ça peut finir en Afrique, etc. Donc la souveraineté, elle est attaquée même par notre quotidien, parce qu'on est... peut-être c'est des réseaux qui veulent déstabiliser. Alors j'extrapole, je n'ai pas forcément tous les éléments, mais ça peut être un vecteur de déstabilisation de notre société. Ouais, parce qu'on parlait de cybersécurité vite fait. Si on quitte le monde Aujourd'hui, les Nord-Coréens veulent nous embêter. Plutôt que d'envoyer un missile à travers 3 continents, il suffit juste d'attaquer le système informatique des hôpitaux de la région Île-de-France et on aura autant de morts à la fin. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher. Le rapport coût-investissement, puis même répercussion, parce que comment on va répondre, nous aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'on ait le droit de faire une réponse offensive, ou en tout cas, elle sera cachée si c'est le cas. Donc voilà, la cybersécurité et puis la souveraineté qui va avec, c'est un sujet qui est d'envergure. La guerre de demain n'aura pas du tout lieu comme on peut l'imaginer, je pense, moi, personnellement. Ou peut-être qu'elle a déjà lieu et qu'on ne s'en rend pas tous compte. Ou peut-être toi, mais pas moi. Regardez, vous avez, il suffit de suivre l'actualité, Telegram. Si vous ne leur tournez pas le bras au niveau étatique, le nombre vous imaginez même pas sur le nombre de dossiers où toute l'escroquerie, toute la revente de données est faite sur ce réseau, mais qui est détenu à l'étranger. Comme vous disiez, sur quel réseau on est soutenu au niveau réseaux sociaux? C'est que des réseaux américains. Concrètement, heureusement, il y a les Américains collaborent. Google, vous pouvez faire des réquisitions, ça va, ils vont échanger. Mais Telegram, ça, vous avez vu toute l'histoire que ça a fait. C'est compliqué, c'est des négociations au niveau étatique. Il y a des menaces qui doivent être faites de part et d'autre pour qu'ils commencent à collaborer.
Mais concrètement, vous avez des réseaux russes, ils ne collaborent pas. Et une fois que l'argent est parti, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez. Les échangeurs en crypto, qui vous connaissez aussi bien que moi, il y en a basé en Russie, vous n'aurez rien. Voilà, il est parti là-bas, terminé, fin d'activité. Donc non, ça peut être très bien, ça peut paraître des attaques économiques au niveau local. On a attaqué un dirigeant dans la crypto, mais quand l'argent finit en Russie, peut-être que ça, une attaque a été... c'est pas parce que ce sont des gens physiquement vous pouvez être commandité, ils peuvent payer très bien un groupe de délinquants sur le territoire pour vous enlever, mais derrière, vous avez une entité plus importante qui est basée à l'étranger. Rien n'est impossible. Donc effectivement, la souveraineté, elle est mise à mal au quotidien sans qu'on s'en aperçoive forcément. Sébastien ? Moi, je pense qu'effectivement, les cyberattaques peuvent être effectivement très ciblées à des fins de déstabilisation, ça c'est sûr. L'autre phénomène aussi qui est inquiétant, c'est celui des ransomware, où il y a souvent en fait des calculs assez habiles pour être, on va dire, assez décisif ou fatal sur l'entreprise qui est attaquée. Derrière, c'est assez intéressant parce qu'il y a déjà eu des mouvements en fait dans le M&A et de fusion-acquisition en fait post-ransomware, ou plutôt des mouvements de M&A en situation en fait où une ransomware était demandée. Donc ça, il y a eu des exemples. C'était au moment du Covid. Il y avait une affaire assez récente, assez énorme. Je crois avec un rapprochement avec Capgemini à l'époque et une autre boîte. Donc j'ai oublié le nom, mais c'était, on était en présence de cette situation-là. Et sur la guerre et quelque part le cyber, on voit bien aussi un des enseignements de ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, c'est l'utilisation aussi massive de drones. Et les drones aujourd'hui, ça peut être aussi demain des éléments qui en réalité pourront sans doute commanditer des attaques cyber. Enfin, comment se posera toutes les questions qui seront autour. Aujourd'hui, il y a des enjeux de guerre contre les drones via des capacités de brouillage, etc., etc. C'est comme ça qu'est en train d'évoluer les conflits effectivement modernes. Et donc, ça va poser énormément de questions, évidemment de droit international. Ça va poser des questions aussi de capacité d'État pour se préparer en fait à ce phénomène qui est aujourd'hui conséquent. Et je pense, il y a déjà évidemment beaucoup de sensibilisation à la matière et de prise en conscience par les autorités militaires. Mais c'est un sujet qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous, encore une fois, un peu en parallèle de tout le reste, la souveraineté, c'est aussi très important pour nous parce que pour nous, c'est très compétitif en fait au niveau des utilisateurs, en fait, parce que en sachant où sont leurs données, en sachant ce qu'on fait avec qui on les partage, nous, ça nous permet aussi, ça leur permet à eux de se sentir beaucoup plus en sécurité, donc du coup plus loyal et qui dépensent plus au sein de nos jeux. Et donc en fait il y a deux niveaux en fait dans ce qu'on fait, c'est au niveau de la plateforme, donc où sont les données physiques, les serveurs de la plateforme, donc ça c'est relativement simple et sécurisé, mais après le deuxième niveau c'est les informations du coup des utilisateurs qui sont partagées avec les créateurs, et donc ça c'est parce qu'on ne sait pas qui c'est au final, ça peut être n'importe qui, et donc du coup des fois il y a des créateurs qui abusent de ça, et donc du coup nous, notre façon de répondre un peu ce fait de ne pas savoir qui c'est partagé et ce qu'ils en font avec, c'est que nous, en fait, sur tous nos jeux, il y a la possibilité aux utilisateurs de supprimer leurs données s'ils le veulent et de savoir ce qu'on fait exactement avec et dans quel contexte. Donc, du coup, voilà. Et vous avez évoqué plusieurs exemples sur ce qui arrive récemment avec les trucs. Depuis le début de la guerre en Ukraine, je pense que la Russie a essayé de couper 4 ou 5 fois l'Internet, les câbles, avec leurs bateaux un peu fantômes, qui ne sont pas russes, mais bon, ok. Et donc, effectivement, ce n'est pas nécessairement une question de souveraineté exactement, mais si on coupe le réseau et on perd l'accès à ce qui est de l'autre côté du réseau, tous les data centers, toutes les données, toutes les puissances l'IA, tout ça, ça pose vraiment problème au niveau de l'économie de demain, si cette économie est tokenisée et agentique au niveau de l'IA. Donc, merci. Donc, je pense qu'avec les discussions qu'on a aujourd'hui, on a parlé vraiment de le futur un peu économique basé sur la tokenisation en fonction avec Web3, avec les cryptos en plusieurs façons, des choses là-bas. On parlait aussi au niveau de l'intelligence artificielle, particulièrement avec l'agentique ou d'autres choses, qui va
automatiser, je ne veux pas dire remplacer, mais remplacer pas mal de jobs, des boulots, des gens dans les trucs. Et donc, si de même, l'économie est propulsée beaucoup par une monnaie numérique, peu importe si c'est décentralisé, centralisé, peu importe. Et si beaucoup de travail au niveau knowledge, au niveau connaissance, c'est fait par les LLM, par l'IA, ou par les robots au niveau embodied AI, ça sera quand même, au niveau souveraineté, une bonne chose si c'est un peu distribué et non pas focalisé, concentré juste aux US ou en Chine. Merci beaucoup pour vos contributions. Est-ce qu'on a le temps pour une question? Merci. Merci pour ces interventions. Pour revenir sur la question de la souveraineté, est-ce que vous pensez que cette souveraineté, c'est de la responsabilité, on va dire, le fait que la souveraineté soit menacée, est-ce que c'est de la responsabilité de l'État ou vous pensez que c'est de la responsabilité des entreprises? Je vais te donner mon avis. Et le particulier est responsable de sa sécurité quelque part, donc il faut avoir des bonnes pratiques et pas cliquer sur n'importe quoi. Les entreprises sont responsables de leur résilience. Il faut qu'elles survivent. Donc à elles de mettre en place des bonnes pratiques, des bonnes démarches. Et effectivement, à un moment, il y a le choix de qui est mon fournisseur, où je mets mes données, où je fais quoi. Et beaucoup, les grandes, ont déjà pris les bonnes directions. Les plus petites sont contraintes par le règlement. Aujourd'hui, le Cyber Resilience Act, DORA, le Data Act, il y en a une tripotée de réglementations européennes, ne donnent plus le choix. C'est-à-dire que d'ici 2027, globalement, tous les opérateurs européens vont devoir aller vers quelque chose de souverain en termes d'hébergement, par exemple le Secnum Cloud et autres. Et donc, de facto, c'est parce qu'il y a ces lois qui tombent, et ça, c'est les gouvernements qui ont agi, que la souveraineté va peut-être s'appliquer. Donc, chacun est responsable de sa vie, à titre personnel, de nos bonnes actions. Les entreprises, elles font leur boulot. Leur boulot, c'est survivre. Et quand je dis survivre, c'est avoir des plans A, des plans B, des plans C, des backups, tout ce qu'il faut. Et par contre, la souveraineté, c'est une question d'État, par définition, effectivement. Si les gouvernements ou les politiques ne s'en occupent pas, qui le fera pour nous? Parce que c'est pas moi qui vais expliquer à Google que j'ai pas envie d'être dépendant et que l'alternative... Moi, j'ai un exemple, c'est l'éducation nationale qui dit aux profs « utilisez OpenOffice ». Mais toutes les personnes qui utilisent OpenOffice ici savent comment ça... C'est nul, quoi. On perd 20, 30, 50% de productivité par rapport à Microsoft Office. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle de Google. Donc, et c'est pas moi, ni n'importe quelle start-up française qui vont créer un concurrent à Microsoft Office. Donc si c'est pas même la France ne pourra pas. C'est au niveau européen qu'il faut se mettre d'accord pour dire qu'est-ce qu'on fait comme outil de bureautique de qualité. Donc voilà, la souveraineté de la bureautique, je ne vois pas qui ça peut être, à part l'État européen, et qui va devoir mettre des dizaines de milliards pour faire un truc costaud, qui probablement ne sera pas tant que ça à la fin. Mais bon. Peut-être pour donner mon avis par naïveté, je pense qu'on est tous un petit peu des colibris et on peut tous quand même agir à ce niveau-là. Moi, dès que je peux essayer d'acheter des solutions françaises, je le fais. Plutôt que d'acheter DocuSign, j'essaie d'acheter des solutions françaises, etc. etc. Quand j'ai pas le choix, malheureusement, j'ai pas le choix. Et je le fais presque évidemment à contre-cœur. Je me dis, mais quand même, on pourrait avoir des solutions françaises. Mais pour prendre un peu plus de hauteur, parce que globalement, la question, c'était qu'est-ce qui est en train de se passer en termes de souveraineté et puis quelle est la responsabilité. Moi, je ne vais pas jeter une responsabilité, je vais juste expliquer un phénomène. C'est globalement, la souveraineté était pensée comme une capacité de décision. Cette capacité de décision doit s'exprimer sur des process qui en général relèvent par exemple d'une constitution et qui est soit un travail de synthèse, soit il y a un process constitutionnel qui est validé. Aujourd'hui, ceci est très challengé par une puissance technologique, en réalité une brique technologique qui va être effectivement concentrée sur la main par exemple d'un ou quelques acteurs. Et donc, en fait, parler de souveraineté, effectivement, c'est se dire, globalement, la souveraineté, c'est peut-être cette capacité de choisir. Et lorsqu'on n'est pas forcément en capacité de choisir, parce que globalement, il y a des monopoles, là, oui, il y a un sujet en fait, de fond. Et peut-être il y a une part, globalement, je pense on a pu avoir une part de naïveté, peut-être aussi collective, c'est de se dire, est-ce qu'on a fait attention à l'époque? Est-ce qu'on a anticipé le phénomène? Et puis est-ce qu'on a cherché des leviers peut-être de soutenir une compétitivité de nos industries? Voilà, c'est peut-être ces choses-là qu'on pourrait creuser pour l'avenir.
Bon, je pense qu'on arrive à la fin de notre discussion ensemble. Merci beaucoup pour vos contributions et de participer. Merci à notre guest surprise invité là pour avoir participé aussi. Donc, je veux les applaudir un petit peu parce que là, c'est génial ce que vous avez. J'apprécie beaucoup.